Bonjour, comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup de nous accompagner. Passons aux détails d'aujourd'hui dans un reportage spécial qui est en rapport. Eh bien, aux choses qui se sont passées ces dernières années, mais aussi ces derniers jours, et même à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui montre que les choses pourraient dégénérer en un conflit plus important, plus vite qu'on ne le pense. Alors passons aux détails. Évidemment, c'est une analyse, ce qui est bien, car elle s'ajoute à toutes les nouvelles, à tous les rapports, à toutes les analyses que nous voyons chaque jour, à nos propres recherches. Cela fait des années que nous sommes ici. On remercie beaucoup la communauté qui nous soutient et sait que nous sommes là. Nous faisons cet effort et nous remercions vivement ceux qui nous envoient un pourboire. Mais tu peux aussi nous soutenir d'autres façons, en mettant un like, en partageant, simplement en étant là, en nous recommandant. Passons aux détails, passons à l'information. Tu es déjà avec nous. Astrid, c'est le week-end, c'est le 15 mai. Énormes félicitations à toutes les personnes qui sont enseignants, professeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour spécial pour eux, du moins ici au Mexique, toutes mes félicitations. On fête, n'est-ce pas, la journée des professeurs, alors voilà. Mais aujourd'hui, il n'y a pas eu cours? Il n'y a pas eu cours pour permettre aux enseignants de se reposer. Passons aux détails de ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup au papa de Novak, Francisco, Ars, Walter, à toute la communauté qui arrive. Merci beaucoup. Regardons en détail ce qui se passe dans le monde. Merci de nous suivre en direct. Miren, Aujourd'hui, un rapport me semble très intéressant. Parce que cela montrerait que les risques d'un conflit mondial, d'un conflit, à une autre échelle, pourraient y survenir de manière plus inattendue. Regardez, je veux vous montrer une publication faite par Polymarket. Eux aussi publient des actualités, parce qu'ils ont aussi beaucoup de sources d'informations. Pour soutenir les... Paris. Exactement, donc leur site se base sur des informations actualisées et aujourd'hui il est révélé que Donald Trump a parlé. Le gouvernement de Donald Trump a discuté avec des fabricants de puces à Taïwan et leur dit « Écoutez, commencez à déménager aux États-Unis ». Car à la fin de son mandat, en quittant le gouvernement, il se peut que la Chine les envahisse. Comme s'il avait vu quelque chose, comme s'il avait parlé avec Xi Jinping, mais il leur dit de se préparer, d'aller produire aux États-Unis, ou au moins de quitter Taïwan parce qu'évidemment la situation va se compliquer. Ça, pour Trump, c'est très facile à dire en ce moment. Cela peut aussi être une façon de négocier simplement pour augmenter les investissements dans son pays, mais au final, cela génère aussi de l'instabilité et augmente la probabilité qu'un conflit éclate. Un affrontement militaire direct entre les États-Unis eux-mêmes et la Chine elle-même. C'est l'un des conflits et l'un des signes qui pourraient nous mener à un conflit mondial, peut-être dans un avenir plus proche qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici, ou qu'est-ce que tu vois toi sur ce sujet ? Eh bien oui, c'était une visite, enfin que Trump, apparemment, la question c'est l'apparence, n'est-ce pas? Ils se sont très bien entendus, mais c'était une bonne relation. Mais il reste encore beaucoup de sujets en suspense entre eux, comme la question de Taïwan, ou aussi, même si la Chine. Le premier jour, les premières zones qui se sont réunies, ils lançaient. C'était donc un avertissement que si les États-Unis, s'il y avait une guerre, eh bien, la situation allait devenir compliquée, non? Entre les États-Unis et la Chine. Mais en même temps, Xi Jinping demande à Donald Trump « Est-ce que vous défendriez Taïwan ?» Et Trump ne répond pas. Il ne répond pas, il reste silencieux. C'est un signe donc qui montrerait que les États-Unis ne veulent pas, peut-être, ou du moins pas avec le gouvernement Trump, défendre la position de Taïwan. Taïwan doit être en alerte rouge, doit être en train d'analyser cette possibilité, et en fin de compte, l'atout majeur de Taïwan, c'est les États-Unis. Et évidemment, leur préparation peut être aussi poussée qu'on veut. Mais aussi, il faut observer comment, depuis un certain temps, les États-Unis, surtout avec Trump, se sont éloignés de certains sujets, de certains intérêts. Sur le plan technologique avec Taïwan, les États-Unis veulent être ceux qui produisent ces puces et non Taïwan. Et c'est aussi un sujet qui fait partie de la concurrence, n'est-ce pas ? Au final, Taïwan pourrait devenir une sorte de monnaie d'échange avec la Chine. Et c'est un sujet très préoccupant, j'imagine, pour tous les Taïwanais qui doivent aussi faire leurs propres calculs. Mais ce n'est pas tout, regardez, passons au point suivant. Sur la carte mondiale, tout a été bouleversé depuis
2014. L'Ukraine a été probablement l'une des principales raisons de penser qu'une guerre comme la Seconde ou la Première Guerre mondiale pourrait avoir lieu. On se souvient de la situation avec la Pologne, n'est-ce pas ? La situation qui s'est produite à l'époque avec l'Autriche et avec l'invasion qui a eu lieu dans tous ces pays à partir de l'Allemagne. Aussi pendant la Première Guerre mondiale, tout ce qui s'est passé dans ces mouvements de conflits dans lesquels au final l'Europe a toujours été impliquée. Les Premières et Secondes Guerres mondiales ont commencé en Europe, et la Troisième pourrait peut-être aussi y commencer. Il faut se rappeler qu'en 2014, il y a eu l'invasion de la Crimée et que les tensions ont commencé à augmenter à partir de là. Une fragmentation a commencé à apparaître. Aujourd'hui encore, on commence à peine à comprendre ce qui s'est passé en 2014 et beaucoup de gens ne comprennent pas cette fragmentation. Ce que vous voyez, c'est ce que c'est. Dans les films, dans les séries, la plupart des gens ne s'y intéressent pas, ils sont pris par leurs affaires, ce que je comprends. Jusqu'à ce que le problème ne vienne frapper à leur porte, ce ne sera probablement pas si intéressant. Surtout dans le monde hispanique et surtout en Amérique latine, où nous sommes restés à l'écart, ou en grande partie à l'écart, des deux guerres mondiales. C'est-à-dire, oui, il y a eu, disons, oui, cela a influencé certaines choses. Évidemment, ici au Mexique, l'industrialisation s'est faite pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il y a eu d'autres effets. Mais ce n'est pas le cas dans tous les foyers, ni pour chacun personnellement. Pues alguien de Inglaterra. Par exemple, en France, en Allemagne ou dans tout pays impliqué dans ce conflit, on le considère ici comme un fait historique étudié. Y simplemente pues ahí termina. Mais cette fois-ci, le monde est tellement connecté que l'effet pourrait être un peu plus fort. La Russie, l'Ukraine, la Chine, Taïwan et le Moyen-Orient sont autant de signes d'un point de rupture, disons, mais le cas de l'Ukraine est vraiment très intéressant. Vladimir Poutine, qui est pressé, qui a besoin, à cause de son âge, de réaliser ses plans, c'est-à-dire qu'il a ses propres plans, ses propres idées, il n'a pas, du moins pas de façon visible comme Kim Jong-un, qui a sa fille et qui la positionne comme celle qui va lui succéder. Son père et son grand-père étaient ceux qui gouvernaient en. Mais dans ce cas, eh bien, c'est un Vladimir Poutine qui n'a pas de successeur, et que donc, ce qu'il fera, c'est ce qu'il emportera avec lui dans la vie. Alors, beaucoup pensent que cette paranoïa qu'il a saisie dernièrement, cette peur même de ne pas avoir de militaires positionnés avec des blindés. Et c'est ce qu'il disait, non. Ce n'est pas qu'il n'a pas de blindés pour le défiler, c'est qu'il craint que ces blindés puissent l'attaquer lui-même. Autrement dit, il y a une paranoïa depuis quelques mois, surtout qui s'est aggravée. D'ailleurs, cela peut aussi être un trouble mental, non ? Autant d'années de conflit avec tout ce qu'il a traversé. Au final, il y a ce fameux syndrome des puissants qui peut aussi faire partie du problème. Le point, c'est que pour Vladimir Poutine, spécifiquement pour lui, mais aussi pour les Russes, la question de la Crimée est celle de l'Ukraine. Ce sont des lignes rouges qu'ils ne semblent soit pas vouloir franchir, et cela ne les a pas dérangés de coûter la vie à plus d'1,5 million de personnes, n'est-ce pas ? Ils ont perdu la vie à cause de l'isolement et de la situation que nous connaissons tous. Le problème, c'est que ce n'est pas une guerre qu'ils peuvent de gagner, non, du moins dans l'état actuel des choses. Il n'y a aucun moyen. C'est-à-dire même les Russes eux-mêmes, même les critiques de la Russie, l'ont déjà dénoncé, n'est-ce pas ? On veut déjà que tout cela se termine. Mais il y a, eh bien, la bombe nucléaire, non ? Ou les bombes nucléaires ? Il existe une façon de la gagner, mais elle serait si destructrice et complexe qu'elle ne serait peut-être pas à son avantage. Pour la Russie, donc, parce que cela pourrait éventuellement déclencher une troisième guerre mondiale, donc on parle du fait que la seule façon de la gagner, c'est essentiellement d'aller, eh bien, vers une guerre mondiale. N'est-ce pas? Exactement. Bon, au final, c'est un sujet que chaque fois qu'on voit que Poutine devient nerveux, il le ressort. On en parlait l'autre jour que lundi ou mardi, eh bien, il a sorti le Sarnat, ce missile à capacité nucléaire, qui, en gros, peut atteindre n'importe quel point de la planète s'il le veut. Et il assurait qu'il allait entrer en service cette année. Cette année, c'est-à-dire aussi connue sous le nom de Satan, non ? Ici, en Europe, ils lui ont donné ce nom, je crois que c'est là qu'ils l'ont appelé comme ça, non ? Et puis, il y a le facteur OTAN. Il y a une surprise. Ce qui s'est passé avec l'Ukraine aussi, non ? La résilience de ce pays. Et la rapidité avec laquelle ils ont fait évoluer la question de l'armement. Technologique de communication. De estrategia militar. C'est-à-dire, bon,
C'est aussi devenu un sujet qui fait désormais partie de leur culture, ou de la culture, disons, à l'avenir, non? Il s'agit déjà du domaine militaire, du domaine des stratégies. Ils offrent même des facilités aux innovateurs pour qu'ils continuent à évoluer vers le domaine de la guerre. Et pouvoir exporter, pouvoir apporter à d'autres personnes dans d'autres parties du monde les systèmes de défense qu'ils développent. Et fondamentalement, ils sont en train de devenir une sorte d'Israël, pour ainsi dire, une version 2.0, un Israël européen. Pas dans le sens religieux, mais dans le sens stratégique, militaire, du renseignement et tout cela. Car étonnamment, le président est juif, non? Ah, ça aussi, oui. Oui, et il y a aussi un pèlerinage. Ils font le voyage, certains juifs, vers l'Ukraine, ce qui attire toujours beaucoup l'attention. On n'en a presque pas parlé ces dernières années parce que c'est difficile maintenant avec la guerre. Mais bon, la question, comment ça se passe? Il y a un pèlerinage qui est né en Ukraine, un lieu sacré. Je ne me souviens plus du nom en ce moment, mais il a lieu chaque année. Et il y a eu des difficultés récemment à cause de la guerre. Mais disons qu'il y a un point de connexion entre ces deux pays. Oui, c'est intéressant aussi, c'est ça, aussi dans l'analyse que nous voulons commenter. En ce moment, il y a ce qu'on appelle la fragmentation, et dans cette fragmentation, il y a aussi les pays qui ont décidé, à un moment donné, tourner le dos à la Russie, ou tourner le dos aux États-Unis, ou tourner le dos à l'Europe aussi. C'est-à-dire, pendant des années, la Hongrie a tourné le dos à l'Europe et à l'OTAN, jusqu'à ce que récemment, Viktor Orban, si ce n'était pas pour ça, la Hongrie tournait le dos à l'Europe, tournait le dos aux États-Unis. De même, on voit aussi une Turquie qui était très ambiguë, voire proche de Vladimir Poutine. Soudainement, elle s'est tournée vers l'Ukraine et a vu quelque chose. Erdogan, qui d'ailleurs est un personnage très astucieux, n'est-ce pas? Il a vu quelque chose avec l'Ukraine, et soudainement, il décide de les soutenir et de se rapprocher d'eux. Même des membres de sa famille ont déjà des affaires avec l'Ukraine. C'est-à-dire donc, soudainement. Cette ambiguïté n'était plus si ambiguë, mais simplement il s'est tourné vers l'Ukraine. Un pays qui est clé pour l'OTAN, et clé non seulement à cause de sa position géographique, mais aussi, allons à l'image, c'est-à-dire également clé par la manière dont il l'est. Les Turcs ont-ils construit une armée, c'est-à-dire la Turquie? Cela fait déjà de nombreuses années qu'ils sont concentrés sur cet objectif. Non seulement ils possèdent leurs propres armes, leurs propres technologies, mais ils pilotent aussi des avions américains, des avions européens. Et donc, elle est aussi considérée comme l'une des armées les plus solides du monde. Alors, en même temps, la Turquie, a un énorme problème avec qui? Avec Netanyahou et avec Israël. Ça, c'est une autre affaire qui s'ajoute. Aussi, d'un autre côté, le facteur, disons, au-delà de ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, c'est un tout autre sujet. En laissant cette partie de côté, la Russie et ces autres signaux que nous voyons, la Russie a décidé de tester l'Europe depuis des années. Tous les jours, ou presque tous les jours, nous entendons parler d'avions circulant au-dessus de la mer Baltique, sur le territoire de l'OTAN. Nous voyons comment des navires apparaissent soudainement de nulle part, directement en Angleterre. Des drones qui circulent dans certaines zones, des drones russes, pas des ovnis, mais des drones qui apparaissent soudainement, par exemple dans des espaces comme la mer Baltique. D'ailleurs, ce matin, je vous parlais de la démission de la première ministre de Lituanie, justement parce que des drones russes sont entrés sur son territoire. Et elle a été perçue comme une femme politique, faible, non? Donc voilà, c'est aussi une partie importante de ce qui se passe en ce moment, n'est-ce pas? Oui, ce sujet a suscité beaucoup de mécontentement car ils ont pu entrer, parce qu'au final, ils ont une frontière avec la Russie. Et on a vu le manque de préparation de la défense aérienne dans cette zone. Même si ces drones, on pensait qu'ils étaient russes, mais il s'est avéré qu'ils étaient ukrainiens, mais ils avaient été manipulés d'une certaine manière. C'est du moins ce qu'explique le ministre de la Défense de l'Ukraine, qu'ils avaient été envoyés vers la Lituanie. Le problème, c'est cette défense. Dans une partie du pays, ils ne se rendent même pas compte qu'ils entrent et en plus, ils percutent un dépôt de pétrole. Ce sont aussi des technologies que les deux pays ont testées. Des pays qui, depuis l'Ukraine ou depuis la Russie, manipulent les autres drones, pour les envoyer d'un côté ou pour les faire descendre, ou simplement pour les diriger vers une zone. Ils ne pensaient pas attaquer? Actuellement, on parle aussi d'un autre sujet qui est l'OTAN.
L'OTAN a commencé à s'élargir, et même si l'idée de la Russie était de la contrôler, l'OTAN s'est élargie. La Suède et la Finlande font partie de l'OTAN. Hier, Boris Pistorius, le ministre de la Défense allemand, disait que l'Ukraine doit faire partie de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il a été impressionné quand il a vu comment se forment déjà les bases de la gestion de tout cela. Et tout cela, et leur façon de le gérer, a-t-il dit. Eh bien, pour lui, c'est un atout précieux d'avoir les Ukrainiens de son côté, et tôt ou tard, l'Ukraine doit faire partie de l'OTAN. Une question, une autre ligne rouge qui pourrait nous mener, eh bien, à un conflit mondial, n'est-ce pas ? Ce sont les lignes rouges. Toutes les lignes rouges sont là en ce moment, du moins les plus importantes, celles qu'il était il y a 4 ans. Il était impossible d'imaginer qu'elles allaient être franchies de façon aussi spectaculaire. À ce moment-là, on se disait bon, il va peut-être y avoir un conflit, certaines lignes rouges ont été franchies, mais maintenant les lignes rouges des lignes rouges sont sur le point d'être franchies, ou le sont déjà. Par exemple, le cas de Taïwan, déjà évoqué, ou la guerre avec l'Iran qui était aussi un sujet. On se disait, si cela doit arriver, peut-être un jour. Eh bien, cela arrive littéralement. Nous sommes à un moment où il y a un conflit ouvert, même s'il y a un cessez-le-feu, c'est un conflit qui reste ouvert entre l'Iran et Israël. Passons au point suivant. Il y a un conflit qui clairement a fait la une de toutes les actualités ces dernières semaines, qui a été le sujet principal. Avec une guerre qui a commencé l'année dernière, en 2025, c'est là que les lignes ont été franchies. C'est à ce moment-là qu'on a dit bon, d'accord. L'Iran est aussi un facteur pour une guerre mondiale, dans ce cas à la différence de l'Ukraine, et à la différence du sujet d'Israël dans la guerre avec l'Iran. Là, il y a certains problèmes ou lignes rouges qui n'ont pas encore été franchies jusqu'à présent, malgré ce qui se passe. Quelles sont ces lignes rouges ? Eh bien, que l'Iran attaque par exemple les États-Unis ou qu'il mène une attaque tellement désastreuse en Israël que cela devienne, disons, une guerre ouverte avec des troupes, où cela pourrait passer à un autre niveau. Cela n'a pas été franchi, on n'a pas non plus vu une participation vraiment active de la Russie, c'est-à-dire que tu ne vois pas encore la Russie. Et qu'elle fasse intervenir ses avions, non, on n'observe pas cela non plus. On ne voit pas non plus une Chine qui dirait « ne touchez pas à l'Iran, sinon », c'est-à-dire qu'ils ont laissé l'Iran seul jusqu'à présent. Et cela fait penser que leur calcul est vraiment qu'ils pensent qu'une escalade supplémentaire mènerait peut-être à une guerre mondiale. On voit aussi une Chine qui dit hier, lorsque toutes ces informations sur Donald Trump et Xi Jinping a eu lieu, qu'ils sont d'accord sur le fait que l'Iran ne peut pas avoir d'armes nucléaires, et cela aussi, ça calme un peu les choses. Ce qui est aussi clair, c'est que le régime des ayatollahs, s'il survit à tout cela, et il semble qu'il va survivre, sera bien plus intense. Et un autre point qui attire l'attention, c'est la division qu'il y a au sein de ce bloc, si on peut l'appeler ainsi, parce qu'il y a des divisions, comme Pépé vient de le mentionner, entre la Chine, l'Iran, la Russie, l'Iran et la Russie, et la Chine, même s'ils semblent former un bloc, ils ne sont pas totalement à l'aise ou en confiance les uns envers les autres. Abbas Agharachi a déclaré aujourd'hui « Merci, mais non merci à Vladimir Poutine concernant la proposition selon laquelle il allait emporter le matériel, l'uranium enrichi. » Et il l'a dit lors d'une conférence de presse. C'était intéressant. Maintenant, c'est le moment d'arriver à cette conclusion, d'atteindre une impasse, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas disposés à remettre cette quantité d'uranium à la Russie. Eh bien, la Russie, pour ceux qui n'étaient pas présents lors de cette déclaration, s'est proposée ce week-end, si je ne me trompe pas. Oui, c'était le 9 mai, elle s'est proposée de garder l'uranium enrichi de l'Iran et de le conserver en sécurité. Et si à un moment donné l'Iran en avait besoin, il pourrait le lui rendre. Mais bon, aujourd'hui, il disait déjà merci, mais non. Ce que je veux dire, c'est que les Iraniens, s'ils ont montré quelque chose, c'est qu'ils ne veulent pas être traités comme des enfants. C'est-à-dire, ils disent, voyons, nous sommes un pays qui, peut-être que c'est vrai ou pas, mais eux, ils se considèrent comme un pays doté d'une puissance militaire. J'ai des doutes sur le fait qu'ils soient une puissance tournée vers l'extérieur, mais ils ont effectivement une puissance très intéressante d'un point de vue géographique, qui est cette puissance géographique d'avoir énormément de montagnes, d'avoir en face pouvoir fermer le robinet du pétrole mondial, c'est-à-dire
au moins 20%, ce qui est beaucoup, et le gaz et tout ça, avec ça, c'est suffisant pour qu'ils fassent pression. Ils ont une capacité, disons, d'extorsion, mais ils n'ont pas la capacité, du moins jusqu'à présent, on ne l'a pas vu, d'opérer ouvertement comme une armée. Ce qu'ils peuvent faire, c'est te créer un problème déstabilisateur en ayant soudainement peut-être 1000 soldats. C'est ce qui est en train de se faire. Au début de la guerre, ils ont dit « Voyons si des sabotages ou événements étranges surgissent dans d'autres pays ». Je parierais que beaucoup de choses que nous voyons soudainement dans les actualités, comme un incendie ici ou là, ou je ne sais quoi d'autre, sont liées à tout ça. Je pense que c'est parce que tout cela a beaucoup à voir avec l'énergie. Ou récemment, nous avons vu cela au Venezuela, 2 fois l'autre jour au Mexique, et plusieurs fois aux États-Unis avec des raffineries qui prennent aussi feu. Même en Australie, nous savons qu'il y a eu des cas, des situations, peut-être une coïncidence, mais qu'en penses-tu ? Comme l'Iran dispose de certaines, si ce sont bien des aides, il aurait certaines capacités de se mobiliser. Non, ce n'est pas ouvert ni clair, et cela ne déclenche pas une guerre mondiale, du moins pour l'instant concernant l'Iran. À l'avenir, oui, je le vois comme un pays qui peut te poser un problème mondial et qui peut déclencher une guerre. Que ça devient une guerre mondiale, mais jusqu'à présent on ne voit pas ça et même les Émirats arabes unis osent déjà tirer. Moi ça m'a surpris parce qu'il semblait que ça n'allait pas arriver, il semblait que c'était déjà écarté, non ? Et tout à coup, les Émirats arabes unis commencent à tirer et pas seulement ça, mais non, enfin, pas eux, mais là Israël leur a un peu fait le coup de dire « Hé, on est déjà là ». Il l'a déjà fait, il a visité les Émirats. Les Émirats arabes unis, au point que même les Émirats ont dit que ce n'était pas vrai, alors qu'évidemment ça l'était, mais ils ont préféré dire non, parce qu'ils craignent une forte attaque de l'Iran. Vous avez remarqué que l'Iran n'a rien fait. Et pendant tout ce temps, rien de vraiment massif. C'est-à-dire, quand ça commençait à monter en intensité, tu te disais, eh bien, on dirait qu'il ne manque jamais de missiles, de drones. Soudainement, les attaques ont été très subtiles. On les voit soudainement avec plein de vedettes, ils ont tiré sur un navire civil, enfin, des choses comme ça. Ils ont pris un navire des Émirats arabes unis, donc il se passe des choses, mais non, pas au niveau auquel ils avaient commencé. Alors peut-être que dans tout ça, le calcul que faisait le Mossad. Et les FDI qui pensaient qu'il fallait s'en prendre à tout le régime, peut-être que ce calcul n'est pas si mauvais. Je veux dire, ce sont des services de renseignement, surtout celui du Mossad, parmi les plus avancés qui existent. Le calcul d'aller contre le régime est peut-être un calcul que les Israéliens prennent en compte, voire même de le faire seuls. J'ai déjà vu plusieurs analyses qui pensent que c'est une possibilité. Pour moi, ce n'est pas facile, mais ça pourrait arriver. Et il y a une autre situation que nous vivons et que, même si pour l'instant je la considère écartée comme une guerre imminente, en parlant de questions mondiales, allons voir ce qui se passe en Asie. Quand l'affaire du drone s'est produite, c'était celui de... La Corée du Sud. Exactement, c'est-à-dire la Corée du Sud qui lance un drone et du jour au lendemain, on passe de dire non, enfin, la Corée du Nord, la Corée du Sud. Folle, la Corée du Nord. La Corée du Sud et la Corée du Nord. D'accord, ils ne s'entendent pas, ils ont des armes nucléaires. Moi non, mais je veux dire, tout est suffisamment préparé pour que ça n'arrive pas. Ils veulent maintenir une dissuasion pour éviter une attaque, mais il ne faut pas aller trop loin. Du moins, en ce moment, on ne voit pas le même niveau d'agressivité que, par exemple, l'Iran qui, à travers des guerres par procuration, attaque constamment. Non. Sur ce point, il n'a pas de guerre par procuration, il n'en a pas besoin parce qu'au final, il a ses petites bombes ou ses grosses bombes, ou peu importe. Et il préfère à la dissuasion, et c'est tout. Un jour, soudain, ils disent « Hé, un drone de Corée du Sud est ici ». Il s'avère qu'il y avait bien un drone de la Corée du Sud, et il s'avère que la Corée du Sud, sous les intérêts propres d'un président fou qu'elle avait, ce pays démocratique, a failli les envoyer à la guerre. Je pense que c'est le genre d'erreur qui peut se produire en ce moment avec les deux Corées, avec toute cette région. Sanada Takahashi a accru la tension avec la Chine. Aussi, soudainement, sans raison apparente, je ne sais pas si c'était nécessaire ou non, mais la tension est aussi montée très haut avec la Chine, avec le Japon, d'une manière qui surprend.
Et encore une fois, Cancún, c'est le pays démocratique, le pays tranquille, censé être celui qui lance cette opération où Takaichi dit « Si quelque chose arrive à Taïwan, nous irons la défendre ». Franchement, c'est idiot, il ne se passe rien, c'est un peu inutile que tu te mettes à ce niveau, surtout de la façon dont cela a été dit. En gros, nous allons l'attaquer. Si vous attaquez Taïwan, c'est pareil, je ne sais pas, ce n'était pas vraiment nécessaire, mais bon, la situation recommence à s'envenimer. C'est un calcul politique interne qui a beaucoup renforcé la popularité de Sana de Takaichi. Elle a réorganisé le Congrès et maintenant elle est très bien placée, très puissante et intelligente. Elle l'est définitivement. Sa stratégie est dure, intense et évidente. Cela a énormément contrarié les Chinois, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes à 1 millimètre de voir quelqu'un commettre une erreur. Comme ce qui s'est passé avec ce président, dont j'ai oublié le nom, le président de la Corée du Sud, qui a lancé ce drone. Et avec son oncle, allez. Nous ne sommes qu'à une erreur de voir quelque chose comme ça se produire. Heureusement, cette fois-ci, Kim Jong-un a été le modéré, celui qui n'a pas. Oui, celui qui s'est retenu. Celui qui s'est retenu, etc., etc. Mais bon, les choses sont, disons, à un point où il peut aussi se passer quelque chose. Tout cela me fait penser à ce film des Obama, celle produite par les Obama, oui, où soudainement quelque chose explose, quelque chose se termine, on ne sait même pas si c'était une tempête solaire, une attaque d'un pays, ou moi j'ai plutôt l'impression que c'est une attaque contre un pays, je ne sais pas comment tu le vois. Oui, on dirait que c'est une attaque d'un bloc de pays. Exactement, on dirait une attaque contre un bloc, et c'est ce qui peut arriver. Quand ils commencent à dire aux États-Unis « Eh, il y a ceci ». Nous allons faire un enchevêtrement avec les États-Unis, avec la Chine, et la stratégie des États-Unis maintenant, c'est un enchevêtrement dans lequel on pourrait même sacrifier Taïwan. Mais nous allons faire un accord commercial pour être solides à l'avenir et ne pas avoir à nous battre pour d'autres choses. Alors, ça m'a semblé être, une position faible maintenant pour Taïwan, dans laquelle, comme dirait Trump, ils n'ont pas... Peut-être que les cartes, c'est-à-dire les cartes étaient dans les puces, mais il semble que les puces ne soient plus aussi essentielles qu'on l'avait peut-être estimé. Je veux dire, la question du pétrole pour l'Iran, c'était la clé, c'était son atout principal, et on peut dire ce que tu veux. Mais le pétrole est déjà à $100 depuis environ 1 mois. Et même cela n'a pas suffi à exercer assez de pression pour que la guerre se termine. Je veux dire, c'est écrit noir sur blanc, mais la pression était toujours là, et le plus fou, c'est que l'Europe n'intervient même pas. C'est-à-dire qu'elle ne s'implique pas, ils disent qu'ils envoient des militaires, et ensuite je ne sais pas s'ils n'arrivent jamais ou ce qui se passe, mais s'ils voulaient vraiment être là, ils seraient déjà là en train d'opérer et d'ouvrir tout. Ils ne veulent pas le faire parce que, j'imagine, leur calcul est essentiellement de ne pas s'impliquer dans le conflit. Exactement. Et bon, quand on revient au sujet de Taïwan, quand Donald Trump était dans l'avion venant de Chine, Donald Trump a dit qu'il était en train d'analyser s'il allait vendre des armes à Taïwan. Immédiatement, ces commentaires ont fait réagir les législateurs américains tout de suite. Un groupe bipartisan fait pression pour que des armes d'une valeur de 14 milliards de dollars soient vendues à Taïwan. Ce n'est pas en discussion. Le fait que Donald Trump ne soit pas un obstacle à cette vente à Taïwan, c'est un sujet qui attire l'attention, car au final, ce n'est pas seulement Donald Trump qui décide, même si bien souvent il ignore ce que demande ou dit le Congrès, car sur certains sujets, le Congrès prend les devants. Regarde, entre la guerre sino-japonaise, ce qui se passe aux Philippines, en Chine et tous ces sujets, passons au point suivant. Aujourd'hui, ça s'est produit, je crois que c'était aujourd'hui qu'on en a parlé ou hier soir soudainement, ou en Russie, ce qu'on dit essentiellement, c'est que le Congrès accorde une autorisation à la Russie pour pouvoir envahir, c'est-à-dire qu'une autorisation est donnée. Pour envahir des pays? Pour envahir des pays. Alors si on traite mal les Russes? Si on traite mal les Russes, comme tu veux. Le même prétexte que Donald Trump utiliserait, par exemple pour le Groenland, c'est-à-dire, écoute, c'est un territoire très vaste, très riche, donc pour la sécurité nationale ou pour n'importe quelle raison, mais maintenant il sera à moi, non. Donc, on parle encore une fois de la même chose, n'est-ce pas? Le titre de notre vidéo d'aujourd'hui.
La fragmentation de la planète nous conduit à une guerre mondiale potentielle. Mais avant, on dirait « Ah, bien sûr, une guerre mondiale pourrait arriver. Pourquoi pas ?» La Russie contre les États-Unis et, dans tous les cas, la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres pays contre les États-Unis, l'Europe et d'autres pays, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. C'était la logique de toujours. C'était ça, c'était la norme dans les films, et la norme en géopolitique, c'était une réalité, c'est-à-dire que cela pouvait arriver. Oui, maintenant tu parles d'une guerre mondiale et contre qui ? Parce qu'on n'en est pas sûr. Je veux dire, nous ne le sommes pas. Sûr que ce sera les États-Unis contre l'Europe. Attention, attention, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis contre le monde, ou pas. Comme maintenant, qui sait avec qui ? Je veux dire, cette fragmentation, ces alliances, et ça me fait rire parce qu'après, je sais. J'aime voir différentes opinions, car celui qui prétend détenir toute la vérité ment. Non. Je pense que c'est tout à fait valable de voir des opinions différentes, et donc tu fais ta propre analyse, mais ça me fait rire parce que ceux qui sont très pro ceci ou très pro cela, tout à coup, ils ne savent même plus quoi faire. C'est-à-dire, tout à coup, ceux qui sont super pro-russes et qui voient ensuite comment Donald Trump s'entend bien avec Vladimir Poutine sur certains sujets, tout à coup, ils ne savent plus quoi faire. Soudain, les très pro-russes deviennent aussi pro-Chine, puis réalisent donc que la Chine ne soutient plus autant la Russie, mais plutôt autre chose. Où tout à coup, il y a comme un court-circuit dans l'esprit. Des gens qui sont très portés sur l'extrémisme, n'est-ce pas ? C'est-à-dire aller trop d'un côté ou trop de l'autre. De nos jours, je pense qu'il faut être très ouvert à dire que ce n'est pas une question de bon et de méchant. Non, ce n'est pas un film, ce n'est pas un mélodrame de la Rosa de Guadalupe, ni rien de tout ça. Mais c'est un sujet beaucoup plus complexe, avec beaucoup d'histoires derrière et beaucoup de blessures ouvertes qui restent pendant des années. Et aussi, il y a aussi des façons et des modes de pensée différents des nôtres. Non, parfois non, ce n'est pas facile à comprendre. Pour nous ici, dans ce qu'on va appeler le monde hispanique, appelons-le hispanique, pas latino-américain, ce n'est pas vraiment notre style, ce genre de façon de penser de « Ah, ok, je dois envahir » pour une raison ou une autre, parce que ce n'est pas vraiment notre style, non, nous on envahit d'une autre manière. Culturellement, tout ce que tu veux avec la nourriture, les danses, enfin, je ne sais pas. Flags. Le Japon a réussi à se relever après la Seconde Guerre mondiale, eux. Leur image. Ils étaient les plus rapides, ils étaient les méchants, pour ainsi dire, non, enfin. Et quand tu écoutes encore les témoignages des personnes âgées qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, ils ont encore cette impression des Japonais. Parce que... Oui, enfin, tous les Chinois et les Coréens. Non, je parle des Américains. Oui, enfin, les gens, les personnes vraiment très âgées. Non, mais parce qu'évidemment, ils ont vécu des situations très difficiles. Les soldats japonais étaient très durs. Vraiment, vraiment, vraiment très durs. Et donc, eh bien, maintenant. Tu vois le Japon comme un pays, et il est très 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 beau, évidemment, mais ce que je remarque, c'est qu'ils ont redoré leur image très rapidement, alors que les Allemands ont encore beaucoup de mal, encore aujourd'hui. Dans les années 80, certains films les montraient comme méchants. Oui, bien sûr, et encore aujourd'hui, non, encore maintenant, je veux dire juste ça. C'était Quentin Tarantino avec ce film sur les nazis, et là-bas, il y a beaucoup de jeux vidéo où le monde se bat contre les nazis. Je veux dire, ce sujet continue encore, et il est toujours là. Ils n'arrivent toujours pas vraiment à se défaire de cette image, au point qu'ils ont eux-mêmes interdit beaucoup de choses qui y sont liées. Dans les jeux vidéo, là-bas, quand ils les voient dans les jeux vidéo, ils doivent enlever certains éléments. Des éléments, car cette situation continue d'avoir un impact. Il y a un autre sujet pour lequel il faudrait aborder une question totalement différente. Et pour en finir avec cette situation, il y a dans tout ce que nous vivons une ère du populisme international, où émergent des personnages comme Trump, où émergent même des personnages comme Sanad Takaichi. Des personnages comme celui-ci, celui de la Corée du Sud, Vladimir Poutine lui-même, Loukachenko, sont une vieille garde, mais qui est toujours au pouvoir, c'est-à-dire Trump. Quel âge a-t-il ? Près de 80, 79 ans. Poutine a à peu près le même âge.
C'est-à-dire, c'est une génération puissante, une génération qui est restée au pouvoir depuis très longtemps et qui pense comme à une autre époque et qui continue de croire que les choses sont ainsi et qu'elles resteront ainsi. Xi Jinping lui-même vient aussi d'une histoire très difficile en Chine, où même sa propre famille a souffert de tous ces changements de façon très dure. Et ensuite, il est lui-même. Il fait partie de ce système. Il est le leader de ce système, c'est-à-dire c'est l'histoire. Il est particulièrement très très intéressant parce qu'il montre un personnage très étrange. Sincèrement, je ne sais pas. Tu sais qu'il a une idée derrière la tête? Qu'il a une idée derrière la tête, exactement. C'est ce que je pense aussi. Enfin, mais tous ces personnages, Trump lui-même. Enfin, quand tu regardes son histoire, tu vois que même s'il n'était pas président, il avait des opinions très claires sur beaucoup de sujets et il les a toujours aujourd'hui. Alors, tu vois une Russie tournée non pas vers l'URSS, mais vers l'époque du tsarisme, une Russie centrée sur cela. L'Europe n'a rien retenu de la Première Guerre mondiale et n'a pas appris non plus après la Seconde. C'est-à-dire, il leur faudrait une Troisième Guerre mondiale pour apprendre à être indépendants et suffisamment autonomes, parce qu'ils continuent de dépendre. Eh bien, c'est impressionnant. Après 2 guerres où ils ont eu de grands besoins pour pouvoir mettre fin au conflit et tout ce que tu veux, ils restent dans la même situation. La Pologne est sans doute celle qui a le plus appris. Eh bien oui, la Pologne, oui, on dit qu'elle s'est mise au travail, comme on dit ici au Mexique sur ce sujet, à tel point que c'est l'une des armées les mieux préparées. Cependant, malgré tout, je pense qu'elle n'atteint pas le niveau de l'Ukraine. L'autre jour, non, ni celui de la Russie non plus. Mais l'autre jour, je vous parlais du cas des exercices militaires qui ont eu lieu entre la Suède et l'Ukraine, avec un exercice de l'OTAN, où l'OTAN a perdu de façon catastrophique 3 fois, et très rapidement. L'Ukraine, essentiellement avec des drones, leur inflige une raclée au point qu'ils disent « Nous devons réétudier cela parce qu'ils n'ont pas compris la guerre, elle les a déjà dépassés. » Ils sont restés bloqués, n'écoutant pas. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Ils sont restés dans leurs habitudes, les yeux d'olive. Je suis totalement d'accord avec toi, mais pourquoi ? Tu peux avoir la meilleure armée du monde, comme la, je ne sais pas, disons, ou comme il prétend l'avoir, parce qu'il ne l'a pas. Comme la Turquie ou la Chine, chaque pays affirme avoir la meilleure armée. Mais sans expérience, cela ne vaut rien. Nous venons de le voir lors de cet exercice la semaine dernière, il a été mené par les Ukrainiens contre l'OTAN, comme tu dis, ils ont opéré 3 fois, ils ont simulé la guerre 3 fois, et les 3 fois, ils ont gagné. Mais de façon écrasante. Les pays de l'OTAN, eux, ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient rien, ils étaient en train de jouer, et ce sont des pays censés être super préparés, du premier monde et tout ce que tu veux, mais ils ne sont pas prêts pour un conflit avec l'OTAN. C'est aussi pour ça que Vladimir Poutine s'en amuse, parce qu'il dit « Eh bien oui, j'aurai 1 million de personnes en moins ». Mais ceux qui sont vivants sont aussi des chiens de guerre, c'est-à-dire ceux qui ont survécu à ça peuvent te faire la guerre et te déchirer n'importe où. Ils sont déjà endurcis et les Ukrainiens encore plus. C'est pourquoi Pistorius disait hier « Nous avons besoin des Ukrainiens, quoi qu'il arrive ». Imagine que soudain la situation change et que l'Ukraine dise « Maintenant, je ne veux plus ». Ce serait risqué. S'ils ne m'ont jamais voulu, maintenant regarde, je m'allie à la Russie et tout change. Tu vois, ce serait vraiment un retournement de situation. Mais ce serait énorme si la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie étaient un ensemble. Je trouve ça difficile en ce moment, évidemment, parce qu'il y a déjà trop d'inimitié, 4 ans de guerre. Non, je ne sais pas, on n'oublie pas facilement, non, mais il y a aussi le rejet constant. Non, ne pas accélérer le processus pour entrer dans l'Union européenne, donc à ce rythme-là, peut-être qu'ils n'en auront plus besoin. Je veux dire, je vois que l'OTAN a plus besoin de l'Ukraine que l'Ukraine n'a besoin de l'OTAN en ce moment. Alors, eh bien, je pense en tout cas, par exemple, que la Turquie a une armée, ils s'impliquent constamment dans des conflits avec les Kurdes, parce que les Kurdes aussi, mais pour se battre. Et c'est avec eux qu'ils s'aguerrissent essentiellement, enfin, ça peut sembler étrange et assez banal, pas politiquement correct. Mais les pays menacés par un conflit n'ont pas d'autre choix que d'agir. Autrement dit, il s'agit surtout de participer parfois à des conflits pour gagner de l'expérience.
C'est-à-dire, c'est ça ou rester comme les pays sont actuellement, sans connaissance, sans savoir ce qu'est un conflit, ce qu'est une guerre. Et donc, à notre époque, ça va être nécessaire, surtout pour l'Europe, qui est la partie que je considère comme la plus faible, disons, la Pologne. En tout cas, elle a investi, mais elle n'a toujours pas d'expérience jusqu'à présent. Non, s'ils s'étaient impliqués dans le conflit, au moins comme l'ont fait les Coréens, sans dire aux Nord-Coréens non, c'est-à-dire « nous ne voulons pas nous battre contre toi, nous allons être en Ukraine, nous n'allons pas envahir ». Nous n'allons pas t'envahir, mais nous serons en Ukraine pour soutenir l'Ukraine, c'est ce qui était demandé. En plus, ils ne demandaient même pas ça, ils demandaient juste « protège mon espace aérien », c'est-à-dire « je t'autorise à protéger mon espace aérien, que rien ne vole parce que c'est mon espace. Je peux décider de mon espace aérien. Ne permet à rien de voler là, ni missiles, ni rien, et la Russie n'aurait eu d'autre choix que de rester au sol, menant une guerre très longue qui ne lui aurait rien apporté. Et en fait, même en ayant l'espace aérien ouvert, ça ne leur a pas vraiment apporté de résultat, puisque les Européens ne l'ont pas fait, et cela a rendu l'Ukraine plus forte avec le temps, n'est-ce pas? Avec le temps, ils ont donc dû apprendre eux-mêmes à se défendre dans les airs, et cela reste encore un problème. Ils viennent tout juste de se faire détruire un immeuble, donc le système n'est pas parfait à 100%, mais on peut dire qu'ils se sont énormément développés dans ce domaine. Passons à d'autres points importants. Antes. Enfin, il y a les derniers facteurs, car on pourrait passer des heures à examiner divers points. L'un des facteurs que nous avons également observé est l'industrie militaire. Si tu industrie militaire devient de plus en plus puissante et que ton économie dépend de cette industrie, alors évidemment tu as besoin de conflits. Je me rappelle que beaucoup disaient qu'environ depuis des années, les États-Unis investissent beaucoup dans l'armée et ont besoin d'être en guerre. Ils ne peuvent pas simplement rester inactifs. On ne va pas bâtir une machine comme le Pentagone et une force aussi grande si ce n'est pas pour l'utiliser. Ils doivent donc soudainement se renouveler et bouger. Cela sonne mal, mais c'est malheureusement une réalité. Et la Chine est dans ce processus, tout comme la Russie l'est aussi, et en fait elle accélère énormément la production. La Chine est aussi en train de faire un mouvement énorme. Exactement. C'est une enquête qui révèle que la Chine a accéléré la production de missiles à un rythme sans précédent. En plus, ce n'est pas juste une augmentation, oui, c'est élevé, mais il parle vraiment d'un rythme sans précédent. Et puis, quand on parle des chiffres de la Chine, on parle des chiffres d'un petit pays. Et le plus intéressant dans cette transformation, c'est que en plus, elle a impliqué des entreprises civiles dans le domaine militaire, c'est-à-dire des entreprises elles produisaient avant seulement de la fibre optique et fabriquent maintenant des pièces et composants pour missiles. Et ils disent que ce n'est pas pour Taïwan parce que ce ne sont pas des missiles. Au final, Taïwan est relativement proche. Ceci est destiné à attaquer la fameuse île de Guam. Cette île qui sert de base aux États-Unis, il me semble que le Royaume-Uni l'utilise aussi parfois, mais surtout pour les États-Unis, c'est une île clé qu'ils possèdent là-bas qui serait essentiellement leur base. En cas de guerre entre Taïwan et la Chine, ce serait la base d'opération. Elle fabrique un missile qui s'appelle le DF-26. Surnommé Guam Express, il a été conçu, comme son nom l'indique, Guam Express, il a été spécifiquement conçu pour atteindre Guam, qui est le point le plus éloigné. Mais au final, avec ces missiles, elle y parviendrait. Et donc, la stratégie, selon les analystes, est d'empêcher les États-Unis de pouvoir essayer de s'impliquer dans la guerre en Asie. Autrement dit, c'est pouvoir contrôler Guam, parce que si tu contrôles Guam, tu n'as plus de base opérationnelle proche de l'Asie. Oui, cela rend déjà très difficile pour les États-Unis de pouvoir défendre Taïwan. Il faut aussi rappeler que la Chine ne participe pas activement aux guerres, mais mène des recherches et étudie. Oui, mais en analysant tous les mouvements que les États-Unis ont faits concernant l'Iran. Tellement, c'est-à-dire que si on dit que c'est dangereux, c'est à cause de la façon dont ils se sont mis à étudier toutes les erreurs, tous les succès des États-Unis, par exemple, l'importance des
des drones et des armements bon marché comme ceux-ci pour frapper l'adversaire, ainsi que l'importance de la défense aérienne face à ces drones. Eh bien, c'est quelque chose qu'ils ont très bien appris, aussi bien en observant l'Ukraine que, surtout, en observant les États-Unis. Bon, passons à la raison principale et je crois la plus inattendue de tout ce dont nous avons parlé pour qu'une guerre mondiale éclate. Allons dans le détail. Peut-être que la raison pour laquelle il s'agirait d'une guerre mondiale, où la véritable raison réside dans la forme. Sans s'y attendre, car beaucoup pensent qu'un pays en envahit un autre du jour au lendemain, comme si de rien n'était, ou juste comme ça. Mais il n'y a pas de hasard entre guillemets, comme il y en a eu lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Ils subissaient 2 ans de récession à ce moment-là. La Première et la Seconde Guerre mondiale avaient des raisons différentes, mais en partageaient une similitude impressionnante. Avant chacune des 2 grandes guerres, il y a eu de fortes récessions économiques, et cela a commencé à générer une crise économique. Qu'est-ce qui a conduit au déclenchement d'une guerre ? Par exemple, l'un des problèmes que Adolf Hitler soulevait ou vendait à l'époque en Allemagne, c'était de rejeter la faute de leur crise sur les étrangers et les juifs. Ce n'est pas de leur faute. Le fait de leur attribuer la faute lui donne du pouvoir et il se rend compte qu'en conquérant l'Allemagne, il pourrait maintenant conquérir d'autres pays. Politiquement, il conquiert l'Allemagne en polarisant de façon extrême, et c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire, en ce moment, on le voit, et plus il y a de crise, plus il y aura de polarisation. Et cette polarisation, tôt ou tard, mène au conflit. La Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est la même chose. Et maintenant, eh bien, c'est ce qu'ils disent. Nous ne sommes pas en récession, heureusement, et ça c'est positif de mon point de vue, jusqu'à preuve du contraire. Si nous ne sommes pas en récession, le bon côté, c'est qu'on peut dire « bon, au moins il n'y a pas de récession et la situation n'est pas telle qu'il y ait de la prospérité dans beaucoup de ces pays, mais pas en Russie ». Peut-être que les États-Unis préfèrent faire des affaires plutôt que la guerre, au lieu de dire « mieux vaut faire l'amour et non la guerre ». Mieux vaut faire des affaires que la guerre. Et dans ce sens-là, peut-être que oui, cela peut avoir un certain résultat. Peut-être que c'est illusoire, que ce n'est qu'une oasis, une sorte d'illusion d'optique qui, au final, t'emmène vers autre chose. Mais au moins, c'est ce que Trump fait. Trump se concentre sur les affaires. Si nous entrons en récession si soudainement, par exemple, et comment pourrions-nous entrer en récession ? Eh bien, comme vont les choses. En ce moment, avec la question de l'Iran, avec Hormuz et tout ce système. Le pétrole a encore augmenté? Le pétrole a encore augmenté. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous allons voir comment il a clôturé. Ils disent, vérifie, ils disent qu'il a aussi un peu baissé. Voyons, laisse-moi vérifier si c'est vrai, mais regarde, le pétrole est à 111, c'est-à-dire, c'est là qu'il est resté, et jusqu'à dimanche après-midi, on va rester comme ça. C'est-à-dire, le prix va rester là, il ne va pas bouger, et le SP500 a baissé, c'est-à-dire, il a un peu baissé, parce qu'il faut se rappeler qu'il a atteint 3500. Voyons de quel pourcentage il a baissé d'un jour à l'autre. Si c'est un pourcentage, regardez, il a baissé de 1,6%. D'un jour à l'autre seulement. Il y a une chose qu'il faut préciser. La veille, il a atteint un record historique, et chaque fois qu'il y a un record historique, évidemment, il y a une baisse le lendemain ou les jours suivants. Pourquoi ? Parce que possiblement les gens, c'est-à-dire, imagine ça monte jusque-là, mais il y a des gens qui ont des actions du S&P 500 depuis 10 ans ou plus. Et je me dis, bon, si je vends maintenant, jusqu'où ça peut encore monter ? Bon, donc au moins c'est ce qu'ils pensent à court terme. Alors tu vois, ils préfèrent vendre les actions. Donc les gens commencent à vendre ou certains investisseurs ne vendent pas. Il y a des investisseurs qui disent, peu importe le prix, moi je vais vendre dans 10 ans. Certaines personnes agissent ainsi, annoncent qu'elles vendront dans 10 ans et font leurs analyses. On peut faire des analyses beau bessin pour savoir comment ça sera dans 10 ans uniquement à partir des graphiques, sans se soucier de rien d'autre, juste en se basant sur les graphiques, et souvent ils ont raison. Dans ce cas, ce qu'ils font, c'est autre chose. En se basant sur les ventes selon des objectifs, alors ils disent « quand ça atteint 7500, je vends, d'accord ? Donc c'est arrivé à 7500 logiquement. » Très souvent, ce sont des chiffres exacts, comme 7000, 7500, 7800, 7000, c'est-à-dire que ça se termine sur un chiffre rond. C'est courant, et il y en a sûrement une.
Il y a énormément d'ordres de vente quand ça atteint 10 000 par exemple, qui est un chiffre vraiment très très joli. Pour dire, ce n'est pas qu'ils attendent que ça atteigne 10 000, mais si jamais ça arrive à 10 000, la vente se fait, non? Mais eux, ils pensent peut-être à sortir dans 5 ou 10 ans, ou bien c'est ce facteur d'atteindre 10 000, ou alors c'est le facteur que 10 ans passent, et là je vais devoir prendre mes gains, pour ainsi dire. Donc dans ce cas, eh bien 3400, c'est $100 de moins qu'hier pour la valeur du S&P 500 et du Nasdaq. C'est donc pareil, c'est-à-dire non, rien, ça continue de monter, ça monte depuis plusieurs jours. Ils n'atteignent pas de nouveaux sommets, mais ont déjà récupéré leurs pertes. Regardez ici. Comment ne pas se remettre si Nvidia et les entreprises technologiques étaient là-bas en Chine? C'est-à-dire, il y avait déjà Apple, il y avait Nvidia, il y avait Tesla. Tous ces jours-ci ont été très bons. Donc tu vois, regarde la visite en Chine. Ça, c'est la visite en Chine. Évidemment, ils l'ont très bien vu, parce qu'imagine, ils disent qu'ils vont pouvoir vendre en Chine, qu'ils vont pouvoir ouvrir un marché là-bas. Donc ils ont vu ça comme quelque chose de très positif, clairement. Du moins, c'est ce que je pense. Passons à d'autres sujets. Il y a un instant, Trump a déclaré que les forces américaines avaient attaqué l'État islamique. Abu Bilal al-Minouki a été éliminé, qui est le numéro 2 de l'État islamique là-bas au Nigeria. C'est ce qu'il annonce sur Truth Social. Il dit « Ce soir, sous mes ordres, les courageuses forces américaines et les forces armées nigérianes ont exécuté à la perfection une mission méticuleusement planifiée et complexe pour éliminer du champ de bataille le terroriste le plus agressif. » Ce personnage, Abu Bilal al-Minouki, identifié comme le numéro 2 de l'État islamique, il faut rappeler que l'État islamique a pris de l'ampleur en Afrique, mais aujourd'hui, il a été éliminé. Il dit qu'il pensait pouvoir se cacher en Afrique, mais il ne savait pas que nous avions des sources qui nous tenaient informés de ce qu'il faisait. C'est-à-dire, une attaque surprise au Nigeria, c'est ça la haine. Si on commence à parler des facteurs d'un conflit, eh bien justement, ça en est un autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il se passe soudainement quelque chose de perturbateur comme une attaque terroriste ou ce genre de choses, comme cela s'est produit lors du 11 septembre, c'est-à-dire que soudainement, oui, peut-être qu'il semble être relégué au second plan, en Afrique ou dans d'autres parties du monde. Mais soudainement, ces personnages apparaissent et sèment le chaos quelque part, ce qui te crée un gros problème, n'est-ce pas? Les services de renseignement doivent donc être à 100%, tout surveillés pour éviter cela, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui peut arriver tôt ou tard. Passons donc à d'autres sujets, abordons aussi cette question importante. Comment allez-vous? Comment ça va pour vous? Merci beaucoup de nous accompagner. Passons aux commentaires. Ce n'est pas le week-end, c'est vendredi. La journée des enseignants, non? Ça aussi, d'accord. Bon, alors. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Vraiment, exactement, c'est évidemment un jour très spécial pour beaucoup, évidemment, la carrière d'enseignant, la carrière de professeur, n'est-ce pas? Comme on dit, c'est une très belle carrière. Très noble pour beaucoup de gens qui, consacrent toute leur vie à cela, à enseigner, n'est-ce pas? C'est vraiment respectable, et j'espère que les professeurs auraient de meilleures conditions pour pouvoir vivre. Bien, n'est-ce pas? Et pour continuer à nous enseigner et tout ça, c'est excellent. Et comme l'éducation a aussi changé, la façon d'enseigner a changé maintenant. Par exemple, la question des tutoriels, l'aspect tutoriel, je pense que c'est quelque chose d'important, et aussi un peu les idées, mais ça ne fait que commencer. Les tutoriels existent depuis longtemps. Avant, si tu ne comprenais pas, tu n'avais pas d'autre option. La seule option était de chercher tout seul dans les livres, mais soudainement, beaucoup de professeurs ont commencé à apparaître, pas forcément des experts dans le domaine, mais très bons pour communiquer. Sur la façon de résoudre un problème mathématique, sur la façon de comprendre l'histoire et de la rendre un peu plus amusante.
Et tu commences à te rendre compte que l'éducation peut être très amusante, qu'elle peut être vraiment, vraiment simple. Peut-être que tu ne comprenais pas les maths avec l'explication du prof, parfois impatient. Peut-être qu'il n'a pas ta méthode d'enseignement idéale, mais peut-être que tu l'apprends avec un tutoriel sur YouTube, n'est-ce pas? Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose qui marque un avant et un après pour l'éducation mondiale, n'est-ce pas? J'ai appris énormément de choses auxquelles je n'aurais jamais pensé, parce que ça demandait des cours, des choses compliquées, du temps que parfois je n'ai pas, et tout à coup, avec les tutoriels, eh bien, regarde, voilà. Petit à petit, tu apprends des choses et tu élargis un peu tes connaissances, tes outils. Salutations à Armando Antonio qui dit que la Chine n'envahira pas Taïwan. Elle sait que tôt ou tard, ils vont se réunir à nouveau. Ce qui serait bien, ce serait la manière intelligente de le réintégrer, ce qui se ferait par le biais des partis politiques. Il faut se rappeler qu'il y a quelques mois ou semaines, l'une des dirigeantes de l'opposition au gouvernement à Taïwan a donné un message et tout ça, et tu vois comment petit à petit, ils peuvent retrouver cette force. Salutations à lui, Frank Games et juste la bouillie. Comment vas-tu? J'ai entendu dire que le pauvre Xi Jinping prendra Taïwan de façon économique sans en arriver au militaire. C'est possible. Il dit aussi que nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale. Il l'a dit plusieurs fois. Il a dit ça, oui, il l'a dit. Eh, Certains affirment que la Troisième Guerre mondiale a débuté en 2014 avec la Crimée, marquant ainsi son vrai commencement. Je ne le vois pas ainsi non plus, mais une guerre hybride mondiale existe, et ce, depuis de nombreuses années. Mais non, au moins ce n'est pas comme dans les autres guerres, et on a toujours pensé aussi que cette guerre, c'est-à-dire si la Troisième Guerre mondiale a lieu, ce sera une troisième guerre mondiale différente, très très différente de la précédente, avec plus de robotique, plus de drones, mais aussi avec autant d'intérêts de tous les côtés, des affaires et tout ça, que soudainement, il ne sera pas possible de mener une guerre classique de tranchées. Et tout ça, non. Ou alors, ce devrait être une guerre très différente. La guerre de dissuasion pourrait exister, non? Car les armes sont de plus en plus puissantes et de plus en plus grandes. y, Et combien de choses? Il y aura sûrement des surprises, c'est-à-dire combien d'armes étranges, surprenantes les États-Unis, la Chine, la Russie n'auront-ils pas, tu vois, des armes déjà psychotroniques, des armes d'un autre niveau, non? Je veux dire, apparemment, elles ont été testées au Venezuela, à la Havane aussi, non? Le syndrome de la Havane et tout ça, ce sont aussi de petites choses qui constituent des preuves, n'est-ce pas? Ce sont des preuves qu'ils se préparent à un autre type d'attaque. Salutations à Alex. Comment vas-tu, Alex? Il dit que oui, mais nous sommes là. Parfois, je ne commande pas et j'écoute seulement. Alex dit salutations à Alex. Salut Alex Flores, comment vas-tu? Bonjour. Diego dit vous pouvez me féliciter si la semaine dernière j'ai appris à mon chien où il doit faire ses besoins, même s'il ne m'écoute pas. Ha, ha, ha. Et t'as réussi. Et tout ça, c'est tout un défi. Ce sujet d'apprendre aux chiens, il y a des chiens qui sont super intelligents et qui apprennent très vite. D'autres ne le sont pas. Et c'est vrai, quand c'est le seul chien, tu galères toujours. Si c'est ton seul chien et un chiot, c'est galère. Avec un chien plus âgé, c'est plus simple. Ils apprennent en regardant. Ils apprennent en regardant l'autre et ils se disent « Ah, regarde, ce gars-là sort dehors, alors je vais faire mes besoins dehors aussi et on ne le gronde pas. » On ne le gronde pas, ce petit vieux. Et si tu sais s'il traîne avec nous, salutations à Vic Sega. Comment vas-tu, Vic Sega? Et aussi salutations à Brésica. Comment vas-tu, Brésica? Non, elle, comme presque toujours avec une récompense, oui. Avec une récompense, haha, non. Ah, ça, oui, c'est un peu des nôtres. Dit le Cubain, dit-il, un concours organisé le mois dernier pour déterminer les meilleurs opérateurs de drones de l'OTAN où l'Ukraine a été invitée. L'Ukraine a gagné les 2 fois. Eh ben oui, eux aussi utilisent des jeux vidéo pour, disons, améliorer leur réactivité. Ils utilisent Grand Theft Auto V pour perfectionner leur jeu. Évidemment, ce n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres aspects hors terrain pour s'entraîner, mais oui, ils sont parmi les meilleurs actuellement. Pour la réactivité, il dit. Alex. Bonjour, monsieur le capitaine Pépé, madame Astrid, je vais très bien, merci. Passez une bonne soirée, camarades. Bonne nuit et merci pour vos commentaires. Merci beaucoup. Merci beaucoup, salutations. Dit Vic. Vous saviez que les Rayaditas ont gagné et qu'elles vont jouer pour le championnat ce week-end contre l'América. Waouh, génial, dit Vic. Salutations, Vic, salutations. Tu ignorais que le sujet, c'était le foot? Moi, totalement à côté?
Tu sais, moi je suis en train d'étudier, je ne t'en ai pas parlé, j'étudie le football. Oui, j'étudie, c'est-à-dire pour comprendre un peu la Coupe du Monde, parce que je suis vraiment déconnecté. Donc, eh bien, d'abord je suis allé voir ma première source, qui est mon frère. Ya me dijo, no, Tu n'es pas le seul. En fait, beaucoup de gens sont déconnectés sur les joueurs qui sont en sélection en ce moment, porque no tienen esa personalidad. qu'ils ont pu avoir à une autre époque, non? C'est-à-dire, ça m'a poussé par exemple, et j'ai trouvé ça très intéressant, il dit qui apparaît en ce moment dans les publicités de football. Eh bien, mais des célébrités, je veux dire. Oui, mais il n'y en a aucun de la nouvelle sélection. C'est-à-dire, il y a ceux que tu veux, comme Sag, comme Luis. Entonces Sí, sí, Luis los- García, Eh bien, Ochoa, oui, je crois qu'il y va. como en tercer puesto. Gardien ou quelque chose comme ça, mais je crois que lui, il y va. Mais à part Ochoa, peut-être un autre par là, tous les autres sont d'anciens sélectionnés, ceux qui apparaissent dans les pubs, et c'était toujours comme ça. Ils étaient très populaires et présents dans toutes les pubs. Ils utilisaient souvent des photos d'archives, montrant simplement l'image de la chose. Et honnêtement, je vois les joueurs de la sélection, je n'en connais aucun. Tu pourrais le croiser dans la rue, je ne saurais pas qui c'est. No, Non, enfin, seulement l'entraîneur, c'est le seul. Mais à part ça, je ne vais pas, enfin, non, comment dire, je ne vais pas, enfin, en reconnaître aucun d'eux. Non, je te dis même pas, tu ne le connais pas. Vas-y, dis-moi le nom. Enfin, non, non. Et puis, enfin, si on va, comment dire, genre, voir la Coupe du Monde, franchement, moi, je n'aurais pas ce plaisir. Sinon, tu ne les connais même pas un tout petit peu. Enfin, j'ai cherché des vidéos, j'en ai trouvé quelques-unes. Genre, ils te parlaient de la liste, mais pas de qui ils sont. Ce serait super que quelqu'un fasse une vidéo là-dessus. Fulanito, ou lui, je ne sais pas d'où, ses qualités au foot sont comme ci, comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Acheter simplement les cartes Panini, salutations, jalala circulaire, la guerre détruit des peuples, mais enrichit les industries des puissances. Tandis que des familles meurent et des millions sont déplacés, certains gagnent pouvoir, ressources et milliards. Quand la douleur humaine devient la meilleure affaire, quand elle devient un business et que toute l'humanité y perd, dit-elle, les meilleures ondes, famille, bon week-end, salutations. Comment va Jalala? Très bien, Mickey. Comment vas-tu? Dit-il. Oui, nous sommes un peu déçus avec la sélection. Dit Mickey. Oui, ils vendent déjà à l'Oxo l'album de la Coupe du Monde, c'est fou, c'est déjà là, oui, je te dis Pépé, c'est fou, juste pour que ça se sache. Oui. À peine derrière, dit-elle, ils en ont écrasé combien? C'est bon. Tu crois? À mon avis, ils n'ont cité que 12 personnes. Qui sont les autres? Je ne sais pas, mais la question c'est que c'est déjà en vente. Cela s'est déjà produit. Ce n'est pas possible. Seuls 2 sont sélectionnés. Non, Non, si tu crois. tu ne me crois pas, tu ne me crois pas, c'est évident que tu ne me crois pas. Il dit. Toute la ville est peinte en violet. Même les nids de poules le sont déjà. Franchement, pourquoi tout peindre en violet? Pour 2026, Mais pourquoi? Tu as entendu ce que j'ai dit, oui. c'est que c'est mondial, ce n'est pas seulement le Mexique. Le truc du violet, quoi. Ils sont en train de peindre en violette. Je ne comprends pas, où as-tu vu du violet? Je n'en ai vu aucun ici. Voyons, pas ici. Ici, je ne pense pas. Je crois que c'est à Mexico. À Mexico? Oui, j'ai vu quelques rapports, mais je ne me suis pas trop attardé. Je ne sais pas, ils peignent tout en violet et les gens sont très énervés. Car oui, ça semble affreux. Le violet est vraiment une couleur difficile à utiliser. D'abord, il ne faut pas l'utiliser. Par exemple, j'ai vu une critique car ils l'ont mis sur un pont, ce qui est impossible pour des raisons de visibilité en conduisant. Ce n'est pas possible. Donc, eh bien, les idiots devront changer la lumière, enfin la peinture. Mais ils l'ont mis en violette. Je ne sais pas quelle est la couleur du gouvernement. Il est en retard. Non. Ils étaient en retard parce qu'ils étaient en retard. Ils vont avoir du violet? J'ai besoin, laisse-moi l'album à couverture rigide du Panini avec 100 pochettes. Il coûte presque 3000 $. Ok, non, bon. Oui, il y a des gens que j'ai vus. Je me rappelle qu'une fois, dans les éditions de luxe, je ne sais plus si c'était du Panini ou autre, qu'on me le dise, mais je me souviens de la dernière Coupe du Monde. J'ai vu un garçon qui est arrivé avec plein d'argent, c'est-à-dire qu'il avait économisé pour acheter ce fichu album complet, tout bien. Ils achètent aussi les cartes qui sortent, car beaucoup sont sûrement en double.
Salutations à Martin, dit-il. En Amérique latine, pas de guerre majeure, sauf entre l'Équateur et le Pérou, mais davantage de victimes dues à la criminalité organisée, au narcotrafic, aux disparitions politiques et aux révolutions. Pour nous, ce sont ça les guerres ou les révolutions ou les crimes organisés. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire on n'est pas non plus épargné. Ce n'est pas comme si ici on était pacifique et qu'il n'y avait pas de violence. Non, il y a de la violence et malheureusement c'est entre nous-mêmes, n'est-ce pas? C'est nul. Si t'entres dans un Oxxo ou une pharmacie à Guadalajara, ils vendent l'album et Coca-Cola en a aussi. Chacun a le sien, j'imagine. Je me rappelle avoir collectionné des vignettes simplement parce que j'en trouvais. Mais c'était quand ça m'intéressait vraiment, quand les joueurs étaient vraiment populaires. Quand il y avait Garcia, C'est que c'était que des gars du quartier. pour commencer, il y avait le gardien Campos, la meilleure de toutes. Voir la pub de Pepsi, tu te sentais super fier? Oui, Oui, je me souviens que c'était comme le Pepsi International. oui, celui de Pepsi International. Oui, non, c'est une époque que je ne vois pas se répéter. Enfin, mais je dis la même chose dans d'autres domaines. Tu regardes le basketball? Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas qui sont vraiment forts en ce moment, mais No se compara. avec le sujet de l'époque de Michael Jordan et toute cette période pleine de stars. C'est-à-dire, peu importe où tu regardais, il y avait Larry Bird, Pippen, tout cela, comment il s'appelle déjà, le géant Shaquille O'Neal, Rodman. Tu les connaissais, tu savais ce qu'ils faisaient, et ils avaient des caractéristiques vraiment intéressantes aussi. Mais en train de chier? Époque. Le sujet, c'est un vrai sujet, et c'est pas rien. Qu'un Argentin affirme ne pas s'intéresser à la Coupe du Monde, c'est vrai, il y en a beaucoup qui prédisent qu'on verra un duel Ronaldo contre Messi. Dit Victor. Oui, j'ai souvent entendu que le Portugal, c'est surtout ça. Argentine. Le Portugal, la France et l'Espagne sont les 4 favoris, avec le Portugal pressenti pour gagner. Mais ce sont les 4 favoris. Et imagine que lors des premiers tours, les 4 soient éliminés. Là, la Coupe du Monde deviendrait vraiment intéressante. Non, je ne veux pas que les Argentins soient éliminés, mais imaginez-le. Ce serait genre, ah, incroyable, qui diable va gagner? Eh non, imagine que l'Iran gagne. Non, oh non, mais imagine, genre que les choses deviennent tellement folles que tout leur réussit, et que soudain tu te retrouves avec l'Iran en finale. Je ne sais pas, genre Iran contre États-Unis. États-Unis. Ce serait l'audience maximale du football. Sans star ni rien, mais juste pour le côté sensationnel. Salutations à Edilcia Sendeño. Comment vas-tu, Edilcia? Edilcia, salutations aussi à Niidea de Quinsoy. Il dit « Les stars cette année sont Pelé pour le Brésil, Maradona pour l'Argentine et Morena pour l'Uruguay, etc. » Salutations, Niidea de Quinsoy. Alors, pour ceux qui sont ici fans de sport, c'est-à-dire de regarder du sport professionnel, selon vous, quelle a été la plus grande surprise, la plus marquante dans le domaine sportif? C'est-à-dire quand tu te dis non, ça va se passer comme ça, et tout à coup il y a un retournement de situation et finalement non. Parce que je veux dire, il y a déjà eu des surprises en boxe ou des choses comme ça, non? Que ah ben lui, mais tu sais que parfois même un coup de chance peut te mener à devenir champion. Mais avoir de la chance dans un sport comme ça, le basket ou le foot ou n'importe lequel, c'est vraiment difficile. Il n'y a presque jamais de surprises, non? Je veux dire, les surprises sont minimes. C'est comme ah bon, ce n'était pas l'Argentine, c'était le Portugal, tu vois. En fait, c'est pareil, ce sont toutes des puissances du football. Ce n'est pas une surprise. Une surprise, ce serait vraiment que quelqu'un qui ne semble pas pouvoir gagner, gagne, non? Je veux dire que tout à coup on dise « Tu paries sur l'Islande. » Tu sais qui a été une surprise? Pour moi, au moins, c'était la Serbie, qui a gagné cette Coupe du Monde il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années. Un de ces pays de cette région, je ne me souviens plus lequel. Voyons, c'était la Croatie, non? Oui, c'était la Croatie. D'après ce que je me souviens, oui. Voyons si quelqu'un s'en souvient, non? Mais je me rappelle que c'était comme, bon, au moins quelqu'un de différent. Voyons s'il l'a. Edil dit, c'est bon. Ils disent donc que la boxe, oui, il y a des surprises. La boxe, c'est là où il peut y avoir le plus de surprises. Je veux dire, c'est du contact, non? Parce que soudain, avec un coup de chance, j'insiste, ou une très mauvaise stratégie de l'autre, et soudain, tu ne l'avais pas imaginé. Non, qui c'était? Non, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Toujours les mêmes.
C'est la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Brésil, la France, le Brésil, l'Allemagne, l'Argentine, l'Italie, l'Argentine, l'Allemagne. Le Brésil. Il a atteint la finale ou un résultat similaire, je pense. Oui, mais non, vraiment non, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Oui, ce n'est pas juste qu'ils ne jouent pas. Il dit, l'Italie n'est pas passée. Ils l'ont envoyé chercher des bazookas et de l'Atsevi. Et en plus, Le plus drôle, c'est quand on leur propose d'y aller plutôt qu'au gouvernement des États-Unis. Ça leur vient à l'esprit, non? Et Mélanie a dit « Non, merci. Nous avons déjà gagné plusieurs fois la Coupe du Monde. Nous n'avons pas besoin d'y aller. » Salutations, Roberto. Marilena le dit. la Croatie a fini deuxième. Ah, d'accord, d'accord. Oui, 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 imagine-toi. Mais deuxième place? Au moins, c'était une surprise que, d'accord, la Croatie soit à la deuxième place. Mais oui, bon, mais encore une fois, on revient au même. Il n'y a pas eu de surprise. Non, non. La Croatie a perdu. C'est-à-dire, Marilena dit « Aujourd'hui, il y a peu de footballeurs reconnus. Moi aussi, j'aime le football. J'espère qu'on aura de bonnes performances dans les matchs. Salutations, Marilena. » Salutations, j'espère que oui, Marilena. J'espère vraiment qu'il y en aura, donc ça peut être une opportunité pour les nouveaux, non? Partout dans le monde, c'est-à-dire que soudainement, des stars émergent, non? Que tout à coup tu dises « Ah, regarde, celui-là joue super bien, et voilà, non? » Que des carrières te commencent à renaître. Elle dit qu'ils ont déjà livré 2 membres recherchés de l'équipe de Rocha aux États-Unis. Le secrétaire aux finances s'est aussi rendu de lui-même. C'est-à-dire, il a dit « Dis-lui que je me rende moi-même et que je trouve un accord là-bas avec les États-Unis avant qu'il m'attrape ici et que je disparaisse, je pense. » Oui, enfin, imagine. Vraiment, c'est surprenant. Parce qu'au final, eh bien, on voit comment. Une chose, Tae, c'est qu'ils viennent te prendre de force ou qu'ils t'accusent, et une autre, c'est que ceux de ton entourage proche aillent dénoncer Rocha. Avec des informations de première main, bien sûr. Secrétaire des finances? Imagine, secrétaire des finances, toutes les infos qu'il aura. Non, il n'aura pas tout stocké et enregistré là-bas. Ils en ont déjà deux, Oui. Oui, 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 Armando Antonio, tout le monde oublie les nouveaux joueurs qui entrent dans le jeu. Ils viennent de vaisseaux inconnus et ont la peau grise. Salutations, Armando. Salutations, Armando, comment allez-vous? Roberto Montoya dit que c'est comme ça, Diego Pepe. Ils vont vous mettre des droits de douane si vous gagnez. Je sais, n'est-ce pas? Peut-être. D'ailleurs, aujourd'hui, le président de la FIFA est sorti en Iran pour dire « On ne nous a pas délivré le visa ». Les États-Unis ne nous ont pas encore délivré le visa. Je suppose qu'ils allaient là-bas. En plus, salutations à Eric Marino, il dit « En Coupe du Monde, il n'y a pas de surprise, jamais en phase finale. Ce sont toujours des minutes comme ça. » Oui, ce genre de choses. On dirait que c'est toujours la même fille qui gagne Miss Universe et le même garde l'Oscar. Il dit qu'on sait déjà qui va gagner. Salutations à Omar, qui annonce que demain Gina Carano et Ronda Rousey vont s'affronter. Je croyais que Ronda Rousey ne combattait plus depuis longtemps, et pourtant elle va se battre contre toi. Et elle a une longue carrière. Oui? Oui, depuis un moment. Oui, salut. Je ne savais pas qu'il allait se battre. Il dit, Sondegno, le Panama est à la Coupe du Monde, c'est la 2e fois. Ça a surpris beaucoup de monde. Oui, nous avons vu. Oui, nous avons vu les célébrations. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Haïti, n'est-ce pas? Haïti. Haïti aussi, c'est étrange, non? J'ai oublié le nom d'une petite île d'un autre pays, mais ce n'est pas important. Cela faisait aussi des années qu'il n'y allait plus. Beaucoup de surprises également. Beaucoup de pays qui n'y étaient jamais allés et qui vont y aller pour la première fois. Oui, beaucoup de pays qui sont de petites îles dont je ne savais même pas, tu ne sais même pas que c'est un pays, et tout à coup ils apparaissent là, c'est fou, non, c'est comme ça, c'est cool. C'est une Coupe du Monde très étrange, une Coupe du Monde à part avec, une guerre ouverte du pays hôte, c'est-à-dire, il y a des choses là, plusieurs guerres actives, tout ça est un peu bizarre, non? Salutations à Doris Diaz, à Walter Osorio, Blanca Barcelo, également à Sector OMS, comment vas-tu? Salut. Et aussi à Adilson, à Fernando Gutiérrez, salutations à la communauté, également salutations au papa de Nova, qui ont fait un jour. Vers 1928, Mickey Mouse est présenté pour la première fois dans les salles de cinéma dans un court-métrage d'animation intitulé Plain Crazy. C'est fou, c'est intéressant. Et un jour comme aujourd'hui, mais en 1905, la ville de Las Vegas, Nevada, commence à voir le jour lorsque 110 acres sont mis aux enchères là où sera construit le centre-ville. Plus tard, Las Vegas sera construite par la mafia. Oui, c'est-à-dire, elle grandit et prospère avec ses groupes du crime organisé et ensuite, elle est devenue essentiellement une destination touristique, non? Oui. Salutations à Hellboy, comment vas-tu Hellboy DF? Salutations aussi à Martin Gutiérrez. Salutations. L'autre jour, j'ai vu une interview avec ce Mike Tyson et lui, je ne savais pas qu'il vivait à Las Vegas, non? Il dit qu'il adore parce qu'il dit « Je peux sortir à l'heure que je veux. On va y aller. »
Oui, il y aura toujours quelque chose. Chaque fois que je veux, je ne sais pas, faire un tour, marcher, faire de l'exercice, peu importe. Il y aura toujours beaucoup de monde qui marche comme s'il faisait jour. Alors, oui. Il dit que pour ça, il aime bien, non? Et comme ça, il dit qu'il va mourir là-bas. C'est-à-dire, il dit qu'il adore cette ville. C'est là qu'il est et c'est là. C'est-à-dire, il se donne là-bas ou là-bas. Oui. Regarde, c'est intéressant. Salutations à Luis Hernandez qui nous regarde depuis l'Équateur. Il dit Vive le Mexique. Salutations. Bonjour, comment vas-tu? Bien le bonjour. Salutations de l'Équateur. Salutations aussi à Panterita. Comment vas-tu, Panterita? Tapatia. Ah, Tapatia, ne reste pas silencieuse. Salutations à Gabriel. Comment ça va? Tout va bien? Salutations aussi à MT. Il dit que le Mexique, on se dispute parfois, mais les guerres ne sont pas notre affaire. Nous sommes pacifistes, dit MT. Salutations. Salutations MT, bien le bonjour. Vieguito dit mais pour l'Ebola, il y a bien un protocole du Texas ou autre? Eh bien, c'est que l'Ebola a très peu de chances de sortir du point de l'épidémie, c'est-à-dire de l'endroit où l'épidémie commence, parce que les gens n'y arrivent pas. En fait, ça progresse beaucoup trop vite. Il meurt, oui, Oui, combien il y en a? Combien? 65 déjà en ce moment. oui. C'est-à-dire, malheureusement, ça frappe si fort que, eh bien, la personne meurt, mais d'un autre côté, ce qui permet que ça se développe, c'est justement ça, qu'il meurt si vite. Et ça se propage? Ça ne se propage pas. Donc jusqu'à présent, ça a toujours été très contrôlé. Eh, no, esta Cette souche qu'ils ont, leur vaccin ne fonctionne pas dessus. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont des vaccins. Personne? Oui, ils ont leur vaccin. Ils ont leur vaccin, mais il ne fonctionne pas, c'est un problème. Angie dit, ce n'est pas que la Coupe du Monde ne m'intéresse pas, mais celle-ci ne m'enthousiasme pas beaucoup, c'est trop magouillé et il y a trop de corruption. Mais il y en a toujours eu à la FIFA. Je veux dire, mais ça donne une impression de vide. Moi, je ressens un vide. Oui, Oui, je ressens ça. Les seuls qui sont vraiment à fond, c'est ici au Mexique. On dirait que tout le gouvernement est à fond dessus, mais je ne vois pas grand-chose aux États-Unis. Au Canada, j'entends beaucoup de plaintes, mais rien ici. qui va chanter? Qui va chanter? Shakira va chanter, BTS va chanter et Madonna va chanter. C'est-à-dire, mais c'est en finale ou à l'inauguration? À l'inauguration, c'est ce que je comprends, oui. Donc au Mexique, ce sera ça. Vol? C'est fou. Je crois, voyons, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit dans la rue fermée? En finale, non? Oui, enfin, c'est possible. Oui, bon. Shakira. Qui sait comment ça va se passer? Je n'ai pas vérifié grand-chose, mais déjà, je ne comprends pas. J'ai commencé à me préparer pour ne pas être trop... Finalement, non? Oui, à la mi-temps, à la fin. Pour ne pas être perdu sur le sujet mondial. eh, Eh bien, c'est une toute nouvelle génération, non? Presque tous. Salut, Adaiso. Comment vas-tu? 19 en finale. Oui, exactement, en finale. Ils ont commencé en finale, non? Je crois qu'ils ont commencé en finale. Il dit Eric, comment vas-tu? Il parle des nouveaux pays dans S-Pordicen, voyons voir. Ils disent que les nouveaux pays dans le monde, c'est à cause de l'expansion à 30A aussi, oui. Exactement. Plus de pays. Qu'ils acceptent maintenant plus de pays. Peut-être que l'un d'eux le fera, il pourrait y avoir une surprise, mais c'est difficile car c'est un groupe et une équipe. Donc ils ont tous un certain niveau. Il est très difficile qu'un autre pays rivalise avec une équipe complète, c'est pourquoi je pense qu'une surprise est presque impossible. À l'inverse d'un combat entre deux personnes, où il peut y avoir des surprises si un coup passe mal ou si l'un ne se sent pas bien ce jour-là. Et avec ça, il crée la surprise. Mais ici, si quelqu'un ne se sent pas bien, oui, mais tu as quelqu'un d'autre du même niveau ou presque qui le remplace. Donc tu as toujours une équipe de très haut niveau. Donc c'est impressionnant. Martin dit, savez-vous que les États-Unis vont supprimer le visa B1, B2, B6 si vous partez avec une valise vide et que vous la remplissez avec plus de 10 produits identiques pour les vendre? Oui. Si vous partez aux États-Unis pour acheter des produits à revendre et que vous les transportez en valise, vous serez sanctionné et perdrez votre visa. Il est interdit d'acheter pour revendre. Oui, j'en parlais à Pépé hier. Il y a déjà beaucoup de gens qui y vont parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent à la frontière ici au Mexique, qui vont aux États-Unis tous les jours, par exemple. Je suivais une fille sur Facebook qui va tous les jours chez Ross, qui est un magasin. Oui, elle vend des chaussures, des sacs, etc., des choses comme ça, des vêtements. Et tous les jours, elle achète pour plein de gens qui lui demandent qui n'ont pas de visa. Donc elle achète pour elle et ensuite elle leur revend. C'est-à-dire, le business est vraiment drôle, non? Parce que tu achètes pour que quelqu'un d'autre vende. Chez Ross, il y a toujours des promos, c'est ça le truc. Tu ne peux plus faire ce genre de choses, ni traverser avec 20 sacs. Ils vont dire, qui achète 20 sacs? Ils retirent ton visa car tu l'utilises mal comme un visa de touriste.
Je suppose que si ce sont 20 sacs identiques, si ce sont des sacs différents, ils ne peuvent rien te dire. C'est ce que ça fait trop. Non, Je ne peux rien te dire parce qu'il y aura des gens qui vont te les acheter. je ne sais pas. Parce qu'il y en a qui achètent souvent 20 sacs et parfois 3 ou 5 identiques. Je ne pense pas, ce n'est pas possible. Mais ce qu'ils veulent, si je comprends bien. Que tu achètes un autre visa. Que tu achètes un visa plus élaboré, d'affaires. D'affaires, n'est-ce pas? Parce que oui. Et la vérité, c'est que ça devrait se faire comme ça. Je veux dire, ce serait ça, non? Je veux dire, ça devrait être le cas, oui. Oui, c'est le protocole. Mais personne ne le faisait comme ça, n'est-ce pas? Je veux dire ça aussi. Zarat dit par ici. 0 émotion pour la Coupe du Monde, dit Zaraté. Oui, et pas de propagande. Shakira est déjà ennuyeuse. On dirait qu'il n'y a plus d'artistes et la chanson est vraiment mauvaise. J'aime celle du Portugal, elle est bien, mais je ne l'écoute pas. Je ne l'ai pas écoutée. Et ils l'ont mise ici avec Los Angeles Azules. Et Belinda, oui, oui. Je ne l'ai pas écoutée. Je suis fan de Belinda et des Angeles Azules, je les aime beaucoup. Mais quelle chanson horrible. Eh bien, je n'ai pas pu l'écouter une seule fois. Parce que j'essaie toujours de l'écouter et enfin... J'essaie d'écouter celle du Portugal. Ils sont bons, mais ils ont voulu faire une chanson à tout prix. Je ne sais pas comment, qui l'a composée ni rien, mais non. Non, non, non. Je n'en vois pas, je n'en vois pas, je n'en vois pas. Daiso dit que c'est la première fois qu'on parle d'un spectacle de mi-temps et que la finale est à New York, dit Daiso. À New York? Ah, je croyais que c'était à Seattle, je ne sais pas pourquoi. Omar pense que The Warning devrait jouer. Elles viennent de Monterrey. Non, non, elles n'ont pas le niveau de notoriété nécessaire pour jouer là-bas. Ce sont les filles, 3 sœurs. Tu ne les as pas vues? Ah, d'accord. Martin dit que cette nouvelle concernant l'annulation du visa, si t'as plus de 2 valises pleines et si c'est pour vendre dans ton pays, ils t'annulent le visa. Oui, donc avec 2 valises. Valise, d'accord, d'accord. D'accord. Salutations à Victoria, comme on dit maintenant. Salutations de Guadalajara. Aujourd'hui, j'ai pu vous suivre en direct. Salutations, Victoria. New Jersey, área de... Ok, ok. C'est. Salutations Victoria, comment vas-tu? Eh bien, allons-y. Allons-y les gars, n'oubliez pas que nous sommes sur WhatsApp et Telegram et que nous envoyons des notifications pour les directs et vidéos de dernière minute. Et nous sommes aussi sur Facebook, X et Instagram. Super, eh bien, je vous embrasse. Portez-vous bien. Excellent week-end. Demain, on parlera de films et de séries. Après les infos, si vous voulez rester un petit moment avec les autres, c'est super. Attention aux amis qui vivent dans cette zone, on voit que tout est en rouge. Ce sera des orages partout lundi. Lundi prochain sera orageux. En fait, certains orages commenceront dès dimanche, voire même dès maintenant. Mais cette image, c'est la prévision pour lundi, qui sera le moment le plus intense des orages, et ça s'étend depuis le Canada. Jusqu'au Mexique, oui, oui, oui. Du nord depuis le Canada jusqu'à Oaxaca. Il y a essentiellement des orages avec de la grêle dans certaines zones vers les États-Unis, des tornades même vers le nord-est du Mexique. Donc ça va être intense. Nous continuons à vous informer comme toujours le Père Nova. Un grand bonjour Armando, merci beaucoup, un grand bonjour à toute la communauté. Énormes félicitations à tous les professeurs en cette journée qui leur est dédiée. Passez une excellente journée et merci aussi de nous avoir accompagnés. À demain. Nous interrompons. Votre programme habituel. Merci de Suivre la vérité. Ceci est Pépé. Indirect. La vérité est intense. Pio. L'insolite est réel. Pur. Ici, nous l'analysons. Une perspective globale. Ne reste pas à l'écart. Branche-toi sur la chaîne. Pépé en direct contrôle le signal. Pépé et Astrid disent la vérité. Journalisme brut. Ici, le respect règne. Active l'alerte. Ne perds pas la trace. À la prochaine. Oui, monsieur, on fait l'appel. Abonne-toi.